31 degrés à Ouida, la cité touristique avec quelques précipitations. Mesdames et messieurs, bonjour au menu. Romuald Wadaye, nouveau président de la République, prête serment dans un mois exactement. La Cour constitutionnelle a proclamé dans la soirée de ce jeudi les résultats définitifs. Plus de précisions dans ce journal. Daté Atavito Barnabé, accueilli, enseignant de français et critique littéraire, est désormais docteur en littérature francophone. Il a soutenu avec mention très honorable sa thèse ce jeudi à l'université d'Abomey-Calavi. Les détails dans un instant. Et puis, journée portes ouvertes au centre de valorisation des déchets en énergie renouvelable et en agriculture Valdera de l'université d'Abomey-Calavi. Ces journées marquent la relance des activités de cette unité de l'université investie dans la gestion durable à la transformation et à la transformation des déchets du campus. À nouveau, bonjour, c'est confirmé. Romuald Wadaye et sa colistière Mariam Tchabitalata sont les présidents et vice-présidentes élus à l'issue du scrutin du 12 avril dernier. Les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont confirmé les résultats provisoires dans la soirée de ce jeudi conformément aux dispositions en vigueur. Je vous invite à suivre un extrait de la décision lue par le président Dorothée Kossi Sosa. Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 49 nouveau de la Constitution, je cite, « La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de 5 jours, et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 14 jours de la décision. Fin de citation. Considérant qu'en application de cette disposition, la Cour a proclamé par décision EP 26001 du 16 avril 2026 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 et a déclaré ouvert, à compter de la notification de la dite décision, le délai de 5 jours dont disposent les candidats pour contester la régularité des opérations électorales. Considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des dites opérations n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par les candidats dans le délai de 5 jours de la notification de la décision de proclamation des résultats provisoires. Considérant que, de plus, la Cour n'a relevé d'office aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, qu'il y a lieu de déclarer le duo Kossi Mboueke Romuald Wadaye et Mariam Tchabitalata définitivement élus, respectivement président de la République et vice-présidente de la République. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu M. Kossi Mboueke Romuald Wadaye, président de la République. Madame Mariam Tchabitalata, vice-présidente de la République. Article 2 dit que le président de la République élu entre en fonction le dimanche 24 mai 2026 à 0h. Article 3 dit qu'avant son entrée en fonction,
M. Kossi Mboueke Romuald Wadaï, président de la République, élu, prête le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. La présente proclamation des résultats définitifs sera notifiée à M. Kossi Mboueke Romuald Wadaï, à Mme Mariam Chabi Talata, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République et publié au journal officiel. Émoi, indignation, colère, les émotions étaient vives sur la toile ce jeudi. Elles sont relatives à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux exposant une jeune femme soumise à une torture sauvage. Après une enquête diligentée par la police républicaine, les auteurs ont été interpellés. Retour sur cette affaire qui a cristallisé les débats sur le réseau social Facebook avec Hugues Vingbe. L'alerte est lancée sur Facebook par plusieurs pages, dont Légendaire 229, en début d'après-midi. La publication évoque une vidéo insupportable d'une jeune femme suspendue et torturée au bûcher. Immédiatement, les réactions fusent. Vraiment, c'est triste, s'émeut Victor Wifi Code, tandis que sous le post, Herman Wouyou s'indigne. Avoir le sang humain et traiter ton semblable de cette manière, non. La vidéo incriminée, devenue virale sur la toile, montre de fait une femme en tenue d'Ève, gémissant et se débattant au-dessus d'une vive flamme. 2 heures après l'éclatement de l'affaire, la police républicaine s'en mêle. Sur leur page Facebook, les forces de l'ordre affichent un communiqué dans lequel elles établissent la gravité des faits, rassurent les populations, ouvrent une enquête express et lancent un appel à témoins. Dans la foulée, Serge Novillon, membre de l'équipe de communication de la présidence de la République, annonce quelques arrestations. Cette bonne nouvelle suscite une avalanche de réactions. Quelques heures plus tard, l'agent public fait une nouvelle publication avec plus de précision. Il mentionne au moins 5 arrestations et indique que la scène s'est produite à Ekpe, commune de Sémé-Podji. À l'heure où ce post nous est parvenu, il cumule 496 commentaires. Merci beaucoup, que la police aille jusqu'au bout, exulte Eda Suprême. Maurel Oprien, quant à lui, salue l'efficacité remarquable de la Sénine, pendant que Marius Diopé formule le vœu d'un procès en direct pour une sensibilisation exemplaire. En ce qui concerne la victime, elle est hors de danger et prise en charge par les services compétents, informe Maï Addictive. Si pour l'heure les motivations des présumés bourreaux de la jeune dame sont encore inconnus, cette affaire renforce davantage l'image de la police républicaine qui se veut depuis quelques années une police qui allie modernité et réactivité. 7 agents du ministère des Affaires étrangères élevés à différents grades de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie de décoration a été présidée par professeur Landignamon, présidente de la Haute Cour de justice désignée par la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie s'est tenue bien sûr ce 23 avril 2026 en présence des parents et des récipiendaires. Compte rendu Florence Boussa et Simon Rolono. En reconnaissance de leurs années de loyaux services rendus à la nation béninoise, 7 agents du ministère des Affaires étrangères ont été décorés. Parmi ces derniers, 5 sont faits chevaliers de l'Ordre national et 2 chevaliers de l'Ordre national du mérite. Ces cadres se sont illustrés, chacun dans son secteur d'activité, par des qualités exceptionnelles. Vous êtes globalement des diplomates. Et au-delà des frontières, vous incarnez le visage de la République. Votre métier est une œuvre de précision. Mots pesés, silence utile, lecture fine. Cette tenue intellectuelle et morale par laquelle un pays devient lisible. Dans le bruit du monde, vous faites entendre la voix du Bénin. Et vous faites du Bénin un État souverain, respecté et ouvert. Avec plus de 20 années d'expérience, vos parcours portent la marque du discernement.
Les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Ils réaffirment leur engagement à faire davantage preuve de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Cette distinction nous engage. Elle nous invite à redoubler d'efforts, à persévérer dans l'accomplissement de nos missions républicaines avec loyauté, intégrité et dévouement au service de notre nation. Par ce tact, ces 7 diplomates rejoignent ainsi la longue liste des héros de la nation béninoise. À l'université d'Abomey-Calavi, un nouveau docteur vient d'être inscrit au rang de l'élite scientifique. Dateata Victor Barnabé Akayi, enseignant de français et figure reconnue de la critique littéraire, a soutenu avec brio sa thèse de doctorat ce jeudi 23 avril à l'université d'Abomey-Calavi. Devant un jury composé de professeurs émérites, dont 2 en visioconférence, l'impétrant a défendu un travail original portant sur les liens entre poésie et ésotérisme. Au cours des échanges, il a été élevé au rang de docteur dans la spécialité littérature francophone avec la mention très honorable assortie des félicitations du jury. Reportage. Salle de soutenance pleine à l'université d'Abomey-Calavi ce jeudi. Parents, collègues, étudiants et hommes de lettres assistent à un moment décisif dans la carrière de Daté Barnabé Akayi. En moins de 30 minutes, l'impétrant plante le décor de ses recherches. Son sujet de thèse, l'esthétique de l'exotérisme dans la poésie de Maoyo Kakpo, Gabriel Okunji et Nora Atala. À travers une démarche méthodologique rigoureuse, il démontre qu'il est possible d'analyser les textes poétiques à partir d'outils stylistiques, d'en faire une quantification puis tracer des indices conduisant à des signes liés au système traditionnel de connaissances. Je l'ai fait dans la thèse pour montrer que le patrimoine culturel béninois n'est pas seulement un patrimoine réservé aux initiés. On peut, je ne dis pas désacraliser, on peut vulgariser la richesse du vaudou sans être du domaine du vaudou. Un travail scientifique qui explique la profondeur du langage poétique en établissant des passerelles entre création littéraire et univers mystique. Une démarche qui suscite à la fois curiosité et admiration du jury. C'est un travail original. Recourir au FA comme démarche scientifique, nous n'en avons pas l'habitude. C'est une piste qui doit lui-même creuser, confirmer et qui pourrait probablement servir à d'autres chercheurs. Écrivain prolifique et auteur de plusieurs ouvrages et manuels scolaires, le nouveau docteur entend désormais poursuivre ses recherches et contribuer davantage au rayonnement de la critique littéraire africaine. Un parcours inspirant qui témoigne que rigueur, patience et passion peuvent mener à l'excellence académique. Les banques s'engagent pour la santé maternelle et néonatale au Bénin. C'est à travers la coalition bancaire nationale pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. Cette coalition soutient le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, et le gouvernement dans leurs efforts de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. C'est autour d'un petit déjeuner organisé à Cotonou que le plan d'action de cette coalition pour la période 2026-2028 a été lancé en présence bien sûr des différents acteurs. Voici le compte rendu de Rouliat Sanoussi Elvis Tonokwa. Institutions financières, autorités politiques et partenaires mobilisés ici pour un même objectif: réduire la mortalité maternelle et néonatale au Bénin. Et pour renforcer leurs efforts, l'UNFPA et le gouvernement reçoivent le soutien de la coalition bancaire nationale pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. Un plan d'action élaboré dans ce cadre, sous l'autorité du gouvernement, est présenté au cours de ce petit déjeuner. Amener le secteur bancaire ou le secteur des finances dans cette lutte contre la mortalité maternelle. Et nous pensons que c'est possible, qu'ensemble, nous pouvons sauver des vies. Non seulement sauver des vies, mais investir dans le capital humain qui pourra
aussi contribuer au développement économique. Notre ambition ici à tous n'est pas, bien sûr, de nous substituer à d'autres acteurs, et notamment à l'action publique. L'ambition de cette coalition, de ce partenariat, c'est de se lever auprès du gouvernement et de la population, se mettre à leur côté et dire nous sommes ensemble pour sauver des vies, pour sauver la vie de la mère et de l'enfant. C'est pourquoi je voudrais humblement vous exhorter à soutenir la concrétisation de ce plan. La mortalité maternelle et néonatale demeure un défi majeur de santé publique au Bénin. Malgré les actions d'envergure du gouvernement ces dernières années, les indicateurs restent toujours préoccupants. D'où l'importance de la mutualisation des efforts. La réussite donc de notre plan d'action reposera sur notre capacité collective à agir de manière concertée, à innover et à mesurer l'impact de nos interventions. Elle exigera, ce plan d'action, également un engagement durable, car les défis à relever sont complexes et nécessitent des réponses adaptées et pérennes. La Coalition bancaire nationale contre la mortalité maternelle et néonatale entend mettre en place un dispositif de financement innovant, inclusif et durable, permettant de lever les barrières financières à l'accès aux soins de santé maternelle et néonatale. On parle à présent de la mise en œuvre du cadastre national. Plus de 53 000 parcelles sont déjà enregistrées dans la ville capitale. Le projet soutenu par les Pays-Bas suscite satisfaction aussi bien du côté des partenaires que des bénéficiaires. Sur le terrain, les premiers résultats sont visibles entre sécurisation foncière et espoir pour les populations. Le point avec Ingrid Day et Lucrèce Okwidjo. À Porte-Novo, la modernisation du foncier prend forme. Avec plus de 53 000 parcelles déjà enregistrées, le projet de cadastre national avance à grands pas. Sur le site de présentation, les autorités béninoises et une délégation des Pays-Bas constatent les progrès réalisés. Notre commune a eu le privilège de bénéficier de 2 projets structurants financés par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Je veux citer comme projet le projet de modernisation de l'administration foncière, PMA, et celui de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national. Le représentant néerlandais salue un travail de grande envergure au-delà des attentes tout en appelant à poursuivre les efforts pour garantir un accès sécurisé à la terre pour tous. C'est au-delà des attentes, mais il faut toujours faire beaucoup plus. Parce qu'on est au début. Donc il y a combien de Béninois et il y a combien aujourd'hui qui ont CSC. Donc le travail est déjà, il y aura toujours beaucoup de travail à faire. Sur place, les bénéficiaires, notamment les femmes, ne cachent pas leur soulagement. Pour elles, ces certificats représentent bien plus qu'un document administratif, une garantie d'avenir et une reconnaissance de leurs droits fonciers. Je suis heureuse parce qu'il y avait trop d'arnaques dans ce domaine. Mais aujourd'hui, tout a changé. J'ai ma propre parcelle. Plusieurs femmes étaient ignorantes par rapport à ce projet. Je suis très contente car grâce au cadastre, elles peuvent se débrouiller aujourd'hui. C'est en somme une avancée majeure qui fait du foncier un levier de paix sociale et de développement durable. Le Centre de valorisation des déchets en énergie renouvelable et en agriculture Valdera de l'Université d'Abomey-Calavi organise depuis ce jeudi des journées portes ouvertes. Je l'annonçais en titre. C'est une initiative qui vient mettre en lumière les différentes œuvres, mais aussi relancer les activités de cette unité de l'université dédiée à la gestion durable et à la transformation des déchets du campus. Elle se déroule sur 2 jours et réunissent des étudiants, acteurs de l'environnement et bien d'autres. Les détails, c'est avec Candice Orintor et Simon Rolono. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Centre Valdera.
celle d'un renouveau pour une gestion intelligente des déchets de l'université d'Abomey-Calavi. En vue de relancer officiellement ces différentes activités, le choix est porté sur des journées portes ouvertes pour exposer au public la vision et la mission du centre ainsi que ses multiples œuvres. Un événement rehaussé par la présence de plusieurs autorités, dont le recteur du campus d'Abomey-Calavi et bien d'autres qui sont venus voir de plus près le travail de valorisation des déchets en énergie renouvelable qui se fait au niveau de cette unité de l'université. C'est un centre d'application qui, et si nous nous organisons, si nous mettons donc les ressources nécessaires est à disposition, c'est un centre qui rapportera beaucoup à l'université. Les différents invités ont eu droit à une visite guidée des différents stands d'exposition occupés par des partenaires stratégiques et d'anciens pensionnaires du centre qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise. Occasion pour eux de découvrir des sous-produits innovants dont du compost, des pavés en plastique et du biogaz conditionné dans des sacs. Nous devons collectivement saisir l'enjeu plus large, celui de bâtir une économie circulaire africaine structurée, compétitive et ancrée dans nos réalités. Désormais, nous allons nous occuper de l'assainissement du campus, récupérer les déchets, extraire tout ce qui est exploitable, biodégradable, qu'on peut transformer, qu'on peut valoriser. Et les déchets ultimes seront déposés pour que la RCDS puisse les transporter et aller les ensevelir au niveau de la zone d'enfouissement sanitaire. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre pour le Centre de valorisation des déchets en énergie renouvelable et en agriculture. L'équipe rectorale affiche toute sa disponibilité à accompagner avec les ressources nécessaires en vue de faire de l'université un campus vert d'ici les 4 prochaines années. Direction Lomé pour finir, où l'équipe nationale de beach handball a fait son entrée en lice dans le premier championnat africain de beach handball que le Togo abrite. Un grand rendez-vous continental qui sera une occasion de mettre en exergue la vitalité du handball de plage sur le continent. Il sera aussi un tremplin vers le mondial de la discipline. Après les différents stages de préparation à Cotonou, la délégation béninoise a rallié la capitale togolaise pour la compétition. Avant leur entrée en scène, nous vous proposons les images de leur dernière séance d'entraînement sur le sol béninois. À la veille du saut dans le grand bain continental du beach handball, les Amazones passent au dernier réajustement technique et tactique. Dans le sable marin de la plage de Fitrocé à Cotonou, elles procèdent à une dernière révision générale pour aller avec ambition à la conquête de l'Afrique. Pour cette dernière séance, on ne lésine pas sur la rigueur et la concentration. L'encadrement technique reprécise les consignes car il faut avoir une bonne maîtrise des stratégies spécifiques beach handball. Autour d'une séance intensive, sous un soleil presque au zénith, les visages affichent de la sérénité. Des joueuses de chant à la gardienne de but, toutes se doivent de s'appliquer sur les techniques de pirouette ou de kung-fu autour d'un jeu spectaculaire empreint de rapidité. Cela nous a permis de faire toutes les formes de révision par rapport à tout ce qu'on a appris en attaque comme en défense. Et nous avons également joué beaucoup de matchs dans cette période pour mettre les joueurs et les joueuses en situation de compétition. Tout comme chez les dames dans le rang des guépards, on s'occupe d'ajuster les derniers détails tactiques au cours de cette dernière séance. Dans cette dernière ligne droite de la préparation, un accent particulier est mis sur les différentes situations de jeu d'un match de handball de plage. On a travaillé les cas typiques. Et quand on parle de cas typiques, quand on est en infériorité numérique, comment est-ce qu'il faut jouer? Quand on est en supériorité numérique, comment il faut jouer? C'est les cas typiques sur lesquels nous avons travaillé. Et nous avons corrigé notre repli défensif. Désormais prêt pour cette première expérience à la CAN de beach handball, le groupe est conscient de la mission qui l'attend et ne se prive pas de promesses. Ils nous ont dit qu'ils sont dans un bon état d'esprit, le groupe est soudé et qu'ils nous promettent de partir avec les couleurs nationales sans tâche et de les ramener sans tâche. Je les ai exhortés à ramener le drapeau avec une tâche, mais une tâche d'honneur. Aller défendre jusqu'à la dernière goutte de sueur les couleurs nationales. Il ne s'agira pas seulement de participer, mais de hisser le Bénin au devant de la scène continentale, avec en ligne de mire le ticket pour le mondial de beach handball.
Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.